Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité, une destinée. Elle évolue vers son ultime perfection. Elle cherche à atteindre son ultime perfection, à construire un paradis pour nos futurs descendants. Et nous ne le savons pas. Nous construisons, sans le savoir, un paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra plusieurs siècles, 2, 3, 4, peut-être 5, peut-être 10 siècles. Mais c'est la destinée, selon moi, vers laquelle nous allons. Et bon, après, il peut y avoir un accident de parcours, peut-être, j'y crois pas. Mais disons que c'est la perspective qu'on peut rationnellement imaginer en traçant une ligne d'évolution entre le primate que nous étions à l'origine, le primate naturel que nous étions, l'homme constructeur que nous sommes, et si on prolonge tous les progrès que nous réalisons, eh bien, à un certain moment, l'humanité atteindra cet état de perfection. L'unité, un fonctionnement universel, autour de lois universelles, la fraternité absolue entre les êtres humains, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, donc qui a réglé tous ses problèmes psychologiques et pathologiques, la mise en commun de tout, enfin voilà, tout ce qui fait qu'une humanité peut fonctionner de façon harmonieuse et dans la sérénité, l'amour, voilà. Et donc l'accession, parce que quand on atteint cet état de sérénité, bien on accède à la contemplation, à l'aptitude à la contemplation, et donc à l'extase. Donc l'évolution, c'est l'évolution vers l'extase. Et l'extase, selon moi, c'est la sensation, c'est la mise en relation avec le principe à l'origine de l'univers. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas ce que c'est. Les religions disent Dieu, d'autres, les scientifiques, le vide quantique ou X, bon voilà, ou les religions asiatiques parlent d'autre chose. En tout cas, avec cette force, et donc c'est ça l'extase. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là. Voilà. Alors, je suis en ce moment en train de travailler sur Nietzsche. Et cette nuit, j'ai écouté une émission sur France Culture. Y a-t-il une philosophie politique de Nietzsche avec philosophie, ou est-ce que c'est avec philosophie, ou est-ce que c'est... oui, c'est avec philosophie. Et c'était en septembre 2022, ces émissions. Alors, moi, j'ai écouté l'épisode de 2 sur 3. Il y avait 3 épisodes. Pourquoi Nietzsche détestait-il la démocratie? Et je voudrais commenter cet audio que j'ai écouté d'une oreille plutôt lascive, on va dire, puisque c'était dans la nuit, donc voilà, entrecoupé d'endormissement. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, et surtout j'avais des choses à dire à ce propos-là. Alors je reprends la même technique que je fais d'habitude, c'est-à-dire je lance la vidéo, et puis je commente, je mets mon grain de sel. Allons-y. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Bonjour et bienvenue. Pourquoi Nietzsche détestait-il tant la démocratie? Eh bien, c'est le 2e épisode de notre nouvelle série de cette semaine. Y a-t-il une philosophie politique de Nietzsche? Intéressant. Tout est très intéressant dans cette émission. Bonjour Yanis Constantidines.
Bonjour Géraldine. Bonjour, vous êtes normalien, agrégé et docteur en philosophie, un bon spécialiste de Nietzsche. Vous enseignez les humanités modernes à l'école Boulle, entre autres activités d'enseignement. Vous avez fait paraître notamment un très beau livre avec un dessinateur, ça s'appelle Nietzsche l'éveillé, chez Ollendorff L'éveillé. Ça, c'est 2009, très intéressant, je ne l'avais pas entendu Damien ça. MacDonald, et d'ailleurs, vous pourrez voir sur notre site de l'émission Avec Philosophie certains de ses dessins. Vous avez aussi publié Le nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche aux éditions qui s'appellent maintenant Les Pérégrines. Avant, c'était François Bourrin en 2013. Alors, et bonjour. le Nietzsche l'éveillé, donc là déjà il y a quelque chose d'intéressant sur cette idée. Ça veut dire que vraisemblablement, parce que je pense que Nietzsche a connu l'éveil, entre guillemets, a connu l'extase, et c'est ce qui lui a peut-être suggéré l'idée du surhumain. Parce que quand on essaye de comprendre ce qu'est ce surhumain, ben les qualificatifs, les qualités qu'il a, pour moi, sont des qualités d'extatique, de quelqu'un qui a atteint cet état de liberté, d'enfant. Voilà, la qualité d'enfant, mais sans les affres de l'enfance. Donc un adulte qui est dans un contact de l'enfant, c'est-à-dire dans la naïveté, la simplicité, l'esprit vide qui accepte tout ce qui vient. Enfin bref, voilà. Bonjour Patrick de Clercq. Bonjour. Je suis très content de vous accueillir. Vous êtes écrivain, psychanalyste. Vous faites partie de quelle société psychanalytique ? La Société psychanalytique de Paris. Et je crois que vous avez arrêté vos consultations. Maintenant, vous écrivez essentiellement. Vous vous êtes fait connaître notamment par un livre coup de poing en 2003 dans la collection Terre humaine de Plomb, Les naufragés avec les clochards de Paris, où vous racontiez comment vous aviez vécu quelques mois avec les clochards et ce que veut dire ce côtoiement quotidien difficile de cette misère. Puis vous avez, c'était pas du tout un livre pleurnichard ni misérabilis, c'était un livre dur, comme vous, si j'ose dire. Puis... Et puis comme ceux qui sont à la rue et qui doivent le vivre, pas quelques mois, mais une vie durant quasiment. Donc masquer leur sensibilité, masquer leur fragilité, masquer... il y a quelque chose d'inouï dans une vie de la rue. Et j'aimerais bien lire son livre. En tout cas, voilà. Pour un psychanalyste, faire ce type d'expérience, c'est beau. Faut le reconnaître. Mais il faut pas oublier que ceux qui sont dans la rue, ils sont à part égale dans cet ouvrage-là. Les clochards de la rue qui ont servi pour cet ouvrage, et puis les autres, en fait, le fait d'être dans la rue, plus le psychanalyste qui a écrit cet ouvrage, ça a fait cet ouvrage. Mais il n'y en a qu'un qui reçoit les hommages d'une certaine manière, et les autres restent dans l'ombre. Et ça, c'est injuste, à mon sens, parce que c'est un travail commun sans que ça se dise. Voilà. Puis vous avez écrit plusieurs ouvrages caustiques à souhait chez Gallimard, notamment Garantie sans moraline, au titre très nietzschéen, Socrate dans la nuit, Démon me turlupinant, vous psychanalysez un peu votre propre famille, c'est tout à fait passionnant et sévère. Et puis Crâne sur votre tumeur au cerveau, bénigne, mais qui vous avait fait très peur, qui jusqu'ici vous a laissé en vie. Vous venez maintenant de publier chez Bûcher-Castel Sniper en Arizona, car vous avez passé plusieurs mois dans une école militaire américaine qui forme à cette espèce d'activité de sniper, et je crois comprendre que cela vous a confirmé dans votre vision de l'espèce humaine dans laquelle est logée profondément une envie de détruire. Je vous ai invité parce oui, l'envie de détruire, elle est là, mais elle est... Est-ce que c'est l'espèce humaine ? Est-ce que c'est une partie de l'espèce humaine ? À mon sens, c'est
plus lié comme ça, parce qu'il y a vraiment un désir de construire. Le peuple désire de construire. Le désir de détruire, c'est d'abord, il faut mettre le peuple en rage, il faut le pousser pour qu'il aille à la guerre, pour qu'il fasse une révolution. C'est pas quelque chose qu'il a de façon innée. Donc le peuple dans son ensemble, après que certains dominants aient un esprit de compétition, de combat développé, que ce combat finisse par détruire, c'est ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs, ou en Palestine, on voit bien qu'il y a un désir de détruire qui est là, mais qui n'est pas le désir d'un peuple, c'est le désir de quelques gouvernants qui finissent par, bien organisés par le système pyramidal, avec les médias et toute la hiérarchie, de le faire admettre au peuple. Mais le peuple ne serait pas dans cette veine s'il n'est pas manipulé. Un peuple non manipulé n'accepterait pas ce genre de choses. Parce que vous êtes un Nietzschéen sur pattes, si j'ose dire, à la fois joyeux et radicalement critique de notre modernité, notamment démocratique. Et je pense que Nietzsche a besoin aussi d'être représenté cette semaine par des figures qui ne sont pas strictement des universitaires spécialistes de Nietzsche. Alors je crois, Yanis Constantidines, que vous avez un peu regardé les travaux et notamment Garantie sans moraline, ce livre de Patrick de Clercq. Oui, c'est une formule effectivement célèbre de Nietzsche qui explique, qui prend l'exemple de la moraline comme un médicament. C'est la morale administrée comme un médicament. Voilà, de manière d'ailleurs plus ou moins forcée. Hein, c'est aussi l'idée de la moraline. Et donc effectivement, je pense que pour vous aussi ça a été le même effet. Lire Nietzsche nous libère effectivement de ces préjugés, de ces présupposés moraux qui viennent avec le lait de l'enfance finalement. Voilà, alors on va parler beaucoup de ça puisqu'on va parler de la démocratie qui pour Nietzsche était vraiment le régime dans lequel se déchaîne la moraline des humains, la morale des faibles, disait-il. Il l'aborait et je voudrais que vous m'aidiez à comprendre, ainsi qu'aux auditeurs, cette détestation. Nietzsche... Oui, il l'aborait, mais parce qu'à l'époque, il fallait se battre contre ce système. Il faut continuer, évidemment, c'est toujours là. L'oppression, il y a une partie de la morale qui devient obsolète, mais de tout temps, ça a été comme ça. Les premiers tabous, il a fallu les dépasser. Il fallait pas passer sur une telle portion du village, etc., etc. Il y a des choses que l'humanité a dû dépasser. Les tabous, les interdits, puis maintenant la morale, et puis il y a des lois qui doivent être dépassées. Enfin, ça fait partie de l'évolution, évidemment. Et Nietzsche peut-être ne l'a pas compris sous cet angle, que ça faisait partie de l'évolution. Et donc, son esprit critique était très fort contre la morale, la moraline, dont il parle, qu'elle vienne, dont on est pétri, parce que dès notre enfance, on est construit avec ça. Et c'est comme ça que l'humanité fonctionne, c'est notre fonctionnement. Et pour aller plus loin, on peut dire que cette morale, elle vient de notre origine primate. Elle existe, cette morale, mais sous forme d'instinct. L'homme l'a fait évoluer, l'a sophistiquée et l'a fait passer sur l'éducation, sur un système d'éducation, de transmission de savoir. Mais à l'origine, elle est là. Et donc, elle a du sens. Elle construit l'humanité dans un sens, et comme je le dis dès le départ, dans le sens vers son ultime perfection, qui est la paix universelle, etc. Peut-être tout ce que redoute d'une certaine façon, parfois, Nietzsche, mais pas forcément, en somme. Ça serait à creuser. Je considérais que l'idée d'égalité entre les hommes était une construction des âmes médiocres ou faibles pour inhiber la grandeur et l'héroïsme des êtres forts. C'est compliqué ces termes, forts. Oui, mais c'est vrai, c'est la manière dont on a maîtrisé les dominants. Déjà, et c'est là où l'humanité, elle est extraordinaire. En plaçant au-dessus du dominant un dominant supérieur, Dieu,
elle a enlevé la toute-puissance du dominant. Et c'est pas pour rien, c'est extraordinaire. D'un seul coup, le dominant perdait de sa toute-puissance. Et ça, Nietzsche ne pouvait pas le voir à l'époque. D'ailleurs, je sais pas s'il y a j'ai jamais lu ce genre de choses. C'est vraiment, ça appartient à la mécanique universelle, à mon travail. Cette idée que le Dieu, alors peut-être oui, je sais pas, mais en tout cas que grâce au fait de mettre au-dessus du dominant naturel, on va dire le chef de meute, le chef de clan, etc. Eh bien, on a réussi à lui faire perdre de sa toute-puissance. Voilà, lui, comme les autres, devait obéir à une force supérieure. Et ça, ça a donné ça a lancé l'humanité dans ce chemin où elle rencontre la morale, les interdits, etc. Puis la morale, puis la loi et finalement la perfection. Vous m'expliquerez. Et pour lui, l'idée d'égalité venait en droite ligne du christianisme qu'il décrit dans l'Antéchrist comme un soulèvement de tout ce qui rampe bas sur le sol, je le cite, contre ce qui est élevé. L'Antéchrist, écrit en 1888, où il ajoute « C'est l'évangile des humbles qui rend bas et humble ». Voilà. Mais peut-être dans des moments un peu excessifs de son écriture, il l'a vu comme ça, mais parfois il est beaucoup plus tolérant que ça, il me semble. Hein, par exemple, je suis en train de travailler sur Ainsi parlait Zarathustra. Bien sûr qu'il est remonté contre le christianisme et justement ces idées qui sont transcendantes, il faut le dire. L'idée d'égalité, ça transcende les lois de la nature, ça n'existe pas dans la nature, l'idée d'égalité. Donc c'est quelque chose qui est surhumain en réalité. Et l'humanité, quand elle aura atteint son ultime perfection, c'est l'égalité absolue. Mais une égalité qui va de soi, pas une égalité forcée. Là, ce contre quoi il s'élève, c'est la religion qui force à l'égalité, qui voudrait forcer à l'égalité. Mais c'est le cas du communisme aussi, par exemple, qui se développe à peu près à la même époque que Nietzsche, un peu avant. Et donc, il devait bien connaître aussi cette nouvelle vision laïque de l'égalité. Pour la démocratie et le christianisme derrière. Alors, Yanis Constantidines, Nietzsche opposait la démocratie. On va comprendre d'abord ce qu'il valorisait pour mieux comprendre ce qu'il dévalorisait. Qu'est-ce que c'est que pour Nietzsche la morale des forts qui savent, eux, dire oui à la vie et non pas laisser parler ce qu'il appelle des envies vengeresses et moralisatrices? Alors voilà, il faut partir de là, effectivement, parce que c'est fidèle à ce que fait la généalogie de la morale, c'est-à-dire la morale des forts, entre guillemets. On y reviendra sans doute, c'est la morale noble, c'est la morale affirmative, et la morale des faibles, entre guillemets, c'est celle qui s'oppose à cette première morale. Donc effectivement, le point de départ de la pensée de Nietzsche, à mon avis, c'est cette aspiration à la noblesse. C'est cet effarement devant la médiocrisation, comme il dit, de notre époque, et cette volonté de retrouver ou de réinventer un idéal noble. Alors en deux mots, cette noblesse du cœur et de l'esprit, si je puis dire, c'est cette absence de ressentiment. Qu'est-ce que c'est le ressentiment? C'est un concept très important chez Nietzsche. C'est un concept très important qui lui vient, alors c'est toujours un peu... vous avez parlé hier de l'héritage français de Nietzsche, mais c'est toujours un peu détourné, mais il a trouvé ce mot dans une traduction française des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, un livre terrible qui raconte les états d'âme de quelqu'un de très renfermé, quelque chose de très moderne finalement. Et donc Nietzsche a été effectivement frappé par ce terme-là et en a fait un concept, si on peut dire, ou une notion, plutôt, il n'y a pas de concept chez Nietzsche, mais une notion qui exprime ce regard d'en bas, cette bassesse qui veut aussi tirer l'autre vers le bas. Voilà, on parlera de l'égalitarisme tout à l'heure, mais j'imagine, mais cette idée de tirer l'autre vers le bas plutôt que d'essayer de s'élever par émulation. Donc, je voudrais comprendre, tirer vers le bas, c'est-à-dire
adopter une espèce de morale commune, pleine d'interdits, au lieu de s'inventer une morale singulière. Est-ce que c'est aussi le fait que, la morale commune, pleine de ressentiment, n'a que comme objectif de se venger de la vie qui est mauvaise, qui nous fait du mal, qui est dure. Nietzsche dit que la vie est très dure et on essaye de viser un au-delà qui serait idéal et en fait c'est un refus de la vie. Vous pourriez m'expliquer, parce que ça je le lis chez Nietzsche, mais j'aimerais votre avis de spécialiste. Bien sûr, bon, je pense que vous connaissez bien Nietzsche, Géraldine par ailleurs, mais Nietzsche explique que c'est rendre malade, justement en administrant de la moraline à des hommes forts et innocents, au sens où ils ne se posent pas de questions sur les conséquences de leurs actes, comme des enfants, dit Nietzsche. Voilà, quand il parle de la bête blonde, c'est un passage qui fait frémir les Nietzschéens officiels, mais c'est un passage qui existe chez Nietzsche. Il explique que ces bêtes blondes, enfin, c'est pas forcément des blonds, il parle de l'aristocratie japonaise aussi, viking, etc. Mais ils accomplissaient les pires meurtres avec la légèreté d'une farce d'étudiant. Voilà, donc il y a... Et c'est bien ça pour lui. C'est pas que c'est... Attention, il n'y a pas d'éloge de la force brute chez Nietzsche, mais il y a cette idée qu'on a voulu rendre malades des êtres nobles en leur mettant des chaînes morales. Voilà, donc il comprend, il analyse la logique de cette évolution. Et c'est exactement ce qui s'est passé, bien sûr. On a rendu malades les dominants en leur mettant des interdits moraux, des interdits... ce qui a fait qu'ils ont été obligés de frustrer, de castrer leur désir de toute puissance, par exemple, leur désir de violence, leur désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, de façon spontanée et enfantine. Et en fait, c'est comme ça que se construit l'humanité. C'est pour ça qu'on est une humanité. Et c'est pour ça que c'est grâce à ça que nous sommes sortis du principe des primates naturels duquel nous venons. Donc, il le constate. Et il n'en fait pas l'éloge, il le regrette d'une certaine façon, parce que c'est clair que ça frustre la toute-puissance du dominant qui voudrait pouvoir s'épanouir, mais la société humaine, elle est construite sur cela. C'est ça qui l'a emporté. C'est pas ce qu'il aurait préféré, peut-être, c'est-à-dire que ça reste que ces aristocrates insensibles à ce qu'ils engendrent, passent du côté des adultes responsables et sortent de cette enfance cruelle, en somme, d'une certaine manière. Et c'est peut-être cette complexité que n'aborde pas Nietzsche, et c'est peut-être ça qui fait... à l'époque, c'était pas possible. L'intérêt, c'était de lutter, à son époque, c'était de lutter contre les morales injustes et oppressives de l'État, de la religion, etc., des moralistes, de la philosophie. Donc, c'était nécessaire qu'il lutte contre ça. Aujourd'hui, on peut regarder les choses avec une autre perspective et dire, ben oui, la société, elle évolue grâce à ça, et c'était nécessaire de maîtriser la toute-puissance des dominants. En fait, ne pouvons pas combattre avec eux sur le terrain de la force, voilà. Les emmener sur le terrain du ressentiment de la faiblesse. Et que notamment, pour aller dans votre sens, nous sommes quand même un peu des bêtes de proie, dit-il, et que pas tous, mais certains d'entre nous, et que totalement juguler cet aspect un peu prédateur, cette force de vie en nous, c'est vraiment se laisser dompter par de la moraline médiocre. C'est voilà, ça ? Il y a un point radical, c'est l'importance de la physiologie dans la pensée de Nietzsche. Alors, c'est un terme complexe, bien sûr, c'est pas de la biologie. Et il y a quand même quelque chose qu'on doit signaler, parce que c'est un combat. Donc, si la moraline a gagné sur la force brute, eh bien, ça veut dire qu'il est supérieur. Ça veut dire que le moraliste est plus malin, a trouvé des solutions a trouvé la solution pour vaincre, pour terrasser la force brute. Et donc, ça fait partie de l'évolution, en somme, si on y réfléchit de façon froide.
Mais pour moi, la clé, pour répondre vraiment brièvement et pour éclairer peut-être les auditeurs, la clé, c'est un texte d'Ecce Homo qui distingue les gens foncièrement sains, donc ils peuvent être malades, mais qui aspirent toujours à la santé, à une plus grande santé, et les gens typiquement morbides, comme ils disent, c'est-à-dire qui, même lorsqu'ils sont en bonne santé, en fait, véhiculent des affects négatifs, dépressifs, etc. D'accord. France Culture, avec philosophie. Alors, j'en profite pour dire que Parlons à de quel Nietzsche point aujourd'hui, comme il toute est- cette semaine. Nous nous demandons pourquoi il à détestait quel tant point- la démocratie. Nous sommes avec Yanis Constantidinès et Patrick Declercq qui va bientôt parler parce que ce nietzschéisme qui l'habite, j'aimerais bien qu'il nous en fasse part. Mais juste avant, je vais me permettre de vous faire entendre une lecture courte proposée par Aïda Ndiaye de l'équipe d'Avec Philosophie. C'est un texte célèbre de Nietzsche sur la démocratie qu'il déteste. C'est Par-delà bien et mal, le paragraphe 202 dans la traduction de Henri Albert. Alors quand même que là, je veux mettre en avant ce Yanis Constantidinès. C'est extraordinaire. Voilà, un professeur de philosophie et d'éthique. Eh ben, c'est avec une clarté. Ce sont des passeurs extraordinaires et il faut vraiment rendre hommage à ces professeurs qui vulgarisent pour des gens ininstruits comme moi, qui n'ont pas accès qui n'ont pas eu accès à la culture, à l'éducation, à l'école, etc. Et grâce à l'écoute de ces professeurs qui ont mis au service, et puis depuis des siècles en fait. Avant c'était par l'écrit, mais c'est extraordinaire, quoi. Voilà, faut leur rendre hommage. Le mouvement démocratique continue l'héritage du mouvement chrétien. Que son allure soit cependant trop lente et trop endormie pour les impatients, pour les malades, pour les monomanes de cet instinct, c'est ce que prouvent les hurlements toujours plus furieux, les grincements de dents toujours moins dissimulés des anarchistes. Ces chiens qui rôdent aujourd'hui à travers les rues de la culture européenne. En opposition, semble-t-il, avec les démocrates pacifiques et laborieux, les idéologues révolutionnaires, plus encore avec les philosophâtres maladroits, les enthousiastes de fraternité qui s'intitulent socialistes et qui veulent la société libre, mais en réalité tous unis dans une hostilité foncière et instinctive contre toute forme de société autre que le troupeau autonome. Tous unis dans le cri d'impatience de l'altruisme, dans une haine mortelle contre toute souffrance, dans une incapacité presque féminine de rester spectateur lorsque l'on souffre, et aussi dans l'incapacité de faire souffrir. Unis dans l'obscurcissement et l'amollissement involontaire qui semble menacer l'Europe d'un nouveau bouddhisme. Amollissement démocratique. Oui, mais d'une certaine manière, il relève une réalité qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'évolution vers toujours plus de sensibilité de l'humanité, et surtout de l'humanité occidentale à ce moment-là. Mais en fait, c'est général, c'est l'humanité dans son évolution qui devient de plus en plus sensible. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que sur la mécanique universelle, je dis c'est pas le mal qui se développe dans l'humanité, c'est notre sensibilité au mal qui se développe. Et donc, évidemment, c'est un constat qu'il fait, bien entendu. Et il révèle tous les groupes qui s'en occupent, l'anarchisme, le socialisme, etc., la démocratie, tout tend vers le mieux pour l'humain en général. Donc pour le peuple, pour le peuple parfois qu'il traite avec mépris, Nietzsche, parce que il ne le sent pas digne d'avoir toute cette attention d'une certaine façon, et surtout au détriment des dominants qui avant ne se souciaient pas du peuple qui voulait rester enchaîné et qui les laissait dans cet état peut-être. Mais c'est voilà, ça manque de
vision de la complexité, à mon sens, ce point de vue nietzschéen. Pratique de l'homme qui devient, dit d'ailleurs Nietzsche dans un autre fragment, fragment 11 posthume, qui devient faible, mais bon et tranquille, un peu sensible aux idéaux de fraternité, enthousiasme qui le laisse extrêmement froid. Oui, par rapport à, évidemment que par rapport à peut-être ce qu'il lisait des Grecs, à l'époque, il s'intéressait beaucoup aux Grecs, la façon de vivre des Grecs était sans doute pas sous cette sensibilité. Et c'est peut-être ça qui lui faisait imaginer que l'époque grecque était bien meilleure, plus dans une meilleure santé, etc. Mais je ne pense pas que ça tienne vraiment la route. Patrick Declercq, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, vous regardez notre humanité démocratique aujourd'hui. Je pense que l'humanité est monstrueuse. Et qu'on est dans la violence sur 360 degrés, le meurtre incessant. On peut lire les statistiques OMS. Il y a en France, il y a probablement entre 1 et 10 viols par jour, par exemple, etc., etc., etc. Mais nous sommes 60 millions. Il y a une évolution. Évidemment, on n'a pas atteint la perfection. Mais ce point de vue, c'est clair qu'il est, à mon sens, nietzschéen. C'est une façon de voir le monde sans tenir compte, à mon sens, sans agrandir le champ de l'évolution. Et si on agrandit ce champ, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de statistiques. Je pense que les viols étaient permanents, etc. Alors, on atteindra très certainement le 100% sans viol, le 100% sans violence. Mais il faudra du temps, évidemment. Et il faut lutter. Il y a un maximum d'énergie qui lutte contre, aujourd'hui, contre toutes ces souffrances que des humains infligent à d'autres humains. Et il y a un vrai travail derrière. Donc l'humanité ne marche pas. Et l'humanité, en partie aidée par les fantasmes nietzschéens, ont conduit à Auschwitz, qui est pour moi le degré zéro, à la fois de l'humanité, mais aussi de tout humanisme possible. Alors, bien sûr, surtout, enfin, aussi indirectement par les fantasmes, par comment certains ont fantasmé Nietzsche. Et pas que Nietzsche, mais Nietzsche. Donc, ils ont utilisé Nietzsche tout simplement parce qu'il parle sous forme de métaphore et qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut à ces métaphores. Il aurait été révolté de ce que les Allemands ont fait pendant la guerre 39-45. Ça n'a rien à voir avec, quand on lit Nietzsche, on voit bien que ça correspond pas à ce que les nazis ont fait, bien entendu. Mais il a été utilisé, c'est clair, et c'est le lot, c'est de toutes les métaphores, de tous les systèmes qui parlent avec métaphore. Et c'est pour ça que j'évite toute métaphore dans mon travail aussi. J'en ai pas les moyens sans doute, mais je parle en direct et je veux que ça soit le plus direct possible parce que ça peut être c'est toujours récupérer les systèmes, les écrits et la Bible, le Coran, la Torah. On peut faire dire, on peut aller chercher des textes qui et les utiliser à mauvais escient, évidemment. Et on peut aussi glisser là-dessus et les remettre en perspective et dire, bon, ben ça appartient à il y a 2000 ans en arrière ou il y a 1500 ans, c'est pas ça qui est important dans ces livres sacrés, c'est autre chose. Alors avec Nietzsche, je pense qu'il faut être extrêmement, et ça c'est plutôt une distanciation psychanalytique prudente, c'est qu'il y a une excitation extraordinaire à lire Nietzsche. Oui.
Personnellement, je me suis shooté à Zarathustra quand j'avais 16 ans. Bon, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Le problème, c'est que les contradictions se mêlent aux contradictions en permanence. Oui. Et là, il faut être extrêmement prudent parce que... et cette contradiction, on la voit dès le début, on la voit dans Naissance de la tragédie, où il oppose le dionysiaque à l'apollinien. Et le dionysiaque, alors il en fait une description tout à fait exaltée, etc. C'est un exalté. Nietzsche, c'est l'agité du bocal. Bien sûr, mais c'est vrai. Mais quand même, vous il l'aimez est mieux que exact. d'autres agités du bocal. Il Celui-là, il vous touche quand même. Parce qu'il est... Parce... Oui, mais bon, voilà, il y a encore un petit pic contre Sartre, mais bon, il fait pas l'unanimité, Sartre, sur France Culture, peut-être, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'il est mal compris aussi, Sartre, à mon sens. Hein. Bon, bref. Mais par contre... oui, que Nietzsche soit un agité par moment. Peut-être que le Zarathustra, dans ce que je lis, je le connais pas suffisamment, son œuvre à Nietzsche. Je connais, voilà, là, je viens de travailler sur le Zarathustra, mais on pourrait dire que c'est quand même, au fond, quelque part modéré. Je le trouve assez modéré, assez... proche de la sensibilité, on ressent sa sensibilité. Il est écorché sur certaines choses, il est en combat contre l'Église, contre la politique, contre l'État, contre des choses comme ça, mais en même temps, c'est pas si violent. Alors parfois, je pense que peut-être de l'Antichrist, je l'ai pas lu, mais il y a des passages dans certaines choses où il est excessif parce que il est exalté. Il y a des moments d'exaltation agressive et des moments d'exaltation lumineuse et des moments d'exaltation amoureuse et des moments d'exaltation éveillée. Ça me paraît être profondément comme ça. Attendrissant. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas voilà. s'il y a un doute, mais il est probable que ce soit vrai, que juste avant qu'il ne s'effondre, il se soit précipité au cou d'un cheval qui était battu et qu'il ait essayé de consoler ce cheval lui-même en pleurs, etc. Si c'est vrai, j'espère que c'est vrai, c'est en quelque sorte le meilleur de Nietzsche. Mais il y a une violence permanente et il y a une volonté de violence. Et est-ce que sur ce point, ce qui vous plaît, parce que je vous connais depuis longtemps, je vous le dis depuis très longtemps, il me semble que ce que vous aimez chez Nietzsche, c'est qu'au moins lui reconnaît la cruauté et la volonté un peu de détruire chez les humains, alors que nous sommes dans un moment démocratique mou, et là-dessus il avait peut-être pas tout à fait tort, où nous nous racontons que nous sommes fraternels, gentils, doux, et le fait qu'il méprise tout cela pour nous rappeler que nous sommes des bêtes de proie, j'ai l'impression que ça vous plaît. Mais ça me plaît, je n'en suis pas ravi, mais au moins il poursuit et il dit quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que collectivement ça ne va pas s'arranger. Et d'ailleurs ce pessimisme le dépasse, c'est quand même le fils... Mais je ne sais pas s'il dit que collectivement ça ne va pas s'arranger, parce que à mon sens il dit que l'humanité va vers le surhumain, qu'elle doit aller dans ce sens, et que c'est l'avenir qui est fondamental. Donc il a eu quand même une vision optimiste, à mon sens. Je pense au contraire qu'il pense que ça s'arrangera, sauf que il est tellement en colère que ça s'arrange pas assez vite que ça va ressortir cette colère-là. Mais et le petit-fils et l'arrière-petit-fils de Pasteur. Hein. C'est vrai. Donc il a failli l'être lui-même, et puis quand même à un moment c'était plus possible. Il fallait quand même pas exagérer. Donc il méprise le christianisme, il déteste... et je ne sais pas non plus s'il le méprise. Et je ne sais pas s'il déteste le Christ. À la fois charpentier au chômage et fils de Dieu, enfin c'est une plaisanterie, c'est grotesque de son point de vue, et incidemment du mien d'ailleurs. Mais
en même temps... Mais c'est là où, bon, ça on sent qu'il y a de la provocation derrière tout ça. Mais c'est le même point de vue que Nietzsche, 150 ans après. Il y a la complexité qui pourrait être prise en compte par ce psychiatre, donc Patrick de Clercq. Parce que, ben oui, c'est ça, et ce christianisme, il a accompli quelque chose sur 2000 ans. Il a une vocation, comme le judaïsme avant ou pendant, comme l'islam, comme l'hindouisme, comme le bouddhisme, comme les sociétés traditionnelles avant, etc. Donc, on peut pas dire comme ceux qui contestent la présence et la naissance du Christ, c'est possible. On l'a entendu chez Michel Onfray ou d'autres, je pense. Mais bon, c'est peanuts, ça. Le christianisme, c'est autre chose que cette histoire-là. On peut contester tous les livres sacrés, hein, dans le fond, voilà. Quand même une volonté de sens. Il ne supporte pas son propre négativisme. Il ne supporte pas Schopenhauer, parce que Schopenhauer, il n'y a pas de sortie. Alors que vous aimez mieux Schopenhauer encore. Je pense que c'est Schopenhauer qui a raison. C'est-à-dire le pessimisme radical ? C'est-à-dire que, collectivement, l'espèce est monstrueuse. Ça ne veut pas dire tout le monde tout le temps, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas lire Wittgenstein. Mais je me demande si Schopenhauer, peut-être qu'il le voit comme ça, mais pourquoi il parle du nirvana ? Pourquoi il me semble qu'il parle de tout ça. Il faudrait que je lise. Je pense qu'après Nietzsche, je vais m'intéresser à Schopenhauer. Mais à mon avis, c'est un même pessimisme sur le moment vis-à-vis de ce qu'il voit, mais avec quelque chose avec une issue. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'issue, même chez Schopenhauer. Je pense qu'il n'y a pas de philosophe qui n'est digne de ce nom, qui ne voit pas d'issue, au fond. Ça me paraît impossible pour un philosophe. Mais l'espèce collective est une catastrophe. Ok, et il n'y a pas de sortie. Et c'est ça qui a fait que Nietzsche est devenu philosophe. Il a lu en 1865 Absolument. Schopenhauer. Hier, Michel Cohen-Halimi nous a raconté qu'il a pratiquement pas bu, pas mangé pendant 3 jours à lire cet auteur. Il a été bouleversé. Et vous considérez que Nietzsche est une longue réponse à Schopenhauer qui à la fois le prolonge, mais hélas, dites-vous, met une petite couleur quand même un peu d'espoir à la fin. Parce que fondamentalement, aussi scandaleux que ça puisse paraître, Nietzsche, pour moi, est fondamentalement un optimiste foncier. Bien sûr. Qui délire. Il n'y a pas de surhomme. Hein. Il dit qu'il y en a un, mais vous dites que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Qui plus est, c'est tout à fait contradictoire, parce qu'il y a des tas de contradictions chez Nietzsche partout. C'est extrêmement dangereux, parce qu'on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Là, il y a un nihilisme incroyable quand même. Bon, mais là, on est vraiment devant la pensée de par-delà Nietzsche. C'est du par-delà Nietzsche, parce que Nietzsche, je pense que le surhomme, justement, c'est fondamental. Et je pense que même chez Schopenhauer, il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Quand il parle à la fois de l'éternel retour du même, qu'il voit comme une sorte de consolation à bas bruit, mais néanmoins de consolation contre le non-sens, contre etc. Donc le même va revenir. S'il y a le retour du même, on ne voit pas très bien comment tout d'un coup apparaîtrait là-dedans le surhomme qui va tout bouleverser. C'est l'un ou l'autre. Et là, je pense que c'est pas une lecture c'est juste de cet éternel retour. C'est autre chose. L'éternel retour, c'est vraiment si tu d'aimer la vie, d'aimer l'instant comme si tu le souhaitais, qui se reproduise. C'est plus d'organiser sa vie de façon à l'aimer comme si elle devait revenir et que tu l'acceptes dans ce sens-là. Mais c'est pas un éternel retour c'est pas au pied de la lettre, quoi. Il y a de la métaphore derrière ça, à mon sens. C'est quoi exactement, à la fin de la vie de Nietzsche, cette idée qu'il faudrait penser les choses
comme s'il y avait un retour du même. Et que c'est ça la grande morale de ce qu'il appelle effectivement dans certains textes le surhomme. Et il faut faire attention, c'est un mot du 19e et pas un mot tel qu'il a été employé plus tard par le nazisme. Oui, bien sûr. Alors ça nous éloigne un peu de la politique, mais je réagis juste à ce que vous dites à l'instant. Oui. Je ne pense pas du tout que Nietzsche soit un optimiste. En fait, Nietzsche parle toujours d'un dangereux peut-être. Et le surhumain n'est pas du tout une réalité. C'est un horizon vers lequel doit tendre l'humanité. Voilà, mais Nietzsche ne dit pas que le surhumain... Donc c'est un optimiste, si c'est un horizon vers lequel doit tendre l'humanité. D'ailleurs, voilà, on évite de dire surhomme parce qu'effectivement, oui, ça a été traduit par Superman en anglais. Par les nazis encore. Et Übermensch. On a eu Übermensch, Untermensch, donc voilà. Effectivement, bon, je pense que vous en parlez demain, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, sur l'instrumentalisation politique de Nietzsche. Alors, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que chez Nietzsche, il y a de la dynamite, donc on peut utiliser dans un sens comme dans l'autre. Il a tout fait pour éloigner le lecteur pressé, comme il dit, mais il a attiré beaucoup de lecteurs exaltés, effectivement, furieux, qui ont vite lu, comme Rosenberg, l'idéologue nazi qui a fait un digest. D'ailleurs, on doit dire qu'il avait un certain talent, parce qu'il a retenu uniquement les textes qu'il a rangés. Pour l'éternel retour, rapidement, pour vous répondre, l'éternel retour, là encore, c'est une épreuve. C'est pour Nietzsche, c'est pour prouver l'attachement à la vie. Voilà, c'est une pensée en vérité. C'est une pensée, c'est une doctrine même, dit-il. C'est pas du tout une consolation. Au contraire, c'est-à-dire que pour Nietzsche, c'est la pensée la plus immonde, la plus absurde qui soit, que la vie se répète sans aucune amélioration, sans rien, sans aucun horizon. Et moi, j'y vois un clin d'œil à Kant dans La fin des choses, qui dit qui voudrait revivre sa vie? Personne, telle qu'elle. Voilà, je sais pas. Bon, voilà, et d'ailleurs, c'est une erreur, parce que je pense que tout le monde, la plupart des gens, je veux dire, diraient, je revivrai, je voudrais bien la revivre, la même avec les erreurs, parce quand on a fini son existence, on voit que les erreurs ont été nécessaires pour devenir ce que nous sommes, etc. Alors évidemment, si on propose à la place de ça de revenir avec la sagesse du vieillard dans sa jeunesse, bon ben il n'y a pas de problème, ça serait supérieur évidemment, mais et Kant dans ce sens-là, c'est peut-être qu'il dit le monde il est améliorable, il faut, voilà, si on voulait revenir, ça serait avec un état supérieur, si Nietzsche a lu ce texte, mais c'est frappant de voir que Nietzsche dit si, il faut dire oui à la vie malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur, malgré toute ma souffrance, etc. Et malgré notre propre agressivité, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que Nietzsche, vous l'avez dit tous les deux, considère que la bête de proie, elle est en chacun de nous, et c'est aussi cela qu'il faut finir par reconnaître et assumer. Alors, elle est domptée chez la plupart. Hein. Encore une fois, tout le monde n'est pas une bête de proie au sens où l'entend Nietzsche. C'est une minorité, on va dire, de personnes qui sont aussi les nobles, les exigeants envers eux-mêmes, etc. Mais il y a une forme de dressage, comme dit Nietzsche, de domptage qui fait qu'on n'est plus tout à fait, effectivement, l'être innocent qu'on a été. Ces sortes de bêtes de proie au griffonnier, si j'ose dire. Hein. C'est l'évolution. Il y a cette différence, encore une fois, entre, on va dire, fort et faible pour aller vite, mais entre ceux qui restent attachés à la grandeur et ceux qui ont renoncé définitivement. Patrick de Clercq. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation. Nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas là pour ça non plus. C'est intéressant de voir que j'ai relevé que la première fois qu'il emploie le terme de surhomme, c'est sur un essai qu'il fait sur Byron, et il a 17 ans. Mais je suis d'accord avec vous que c'est un rêve, le surhomme. Mais c'est un rêve toxique, d'abord, et c'est un rêve, comme malheureusement la plupart des rêves, qui ne correspond pas à grand-chose, mis à part un désir. Mais je reviens à la question de Dionysiaque, où je me demande si c'est un désir ou si c'est une constellation. Pour moi, Nietzsche a vécu un état d'exaltation qui l'a conduit à une sorte d'extase, à l'extase, à l'éveil, à un éveil. Et dans cet éveil, il a ressenti, il a compris ce qu'il y a de particulier dans l'extase, c'est-à-dire qu'on devient réellement un surhomme ou un surhumain. On est dans un état de plénitude absolue, où il n'y a plus de crainte, plus de peur, et c'est une enfance qui expurgée de tout
de tout le mal. C'est une totalité d'amour dans laquelle on se retrouve. Et dans cet état-là, eh bien, il a sans doute compris que c'est le chemin vers lequel va l'humain, va l'humanité. Et s'il le dit juste comme ça, c'est parce qu'il n'a pas les moyens à cette époque-là que j'ai, par exemple, avec la mécanique universelle, de dire l'humanité va vers son ultime perfection, parce que nous avons des choses que Nietzsche n'avait pas à son époque. Par exemple, on voit qu'on se rapproche progressivement de l'unification, de l'universalisation. On va fonctionner, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, etc. Voilà, on a construit toutes les structures, elles ne fonctionnent pas bien, mais on peut imaginer que dans 50 ans, dans 100 ans, on aura dépassé les querelles qui empêchent, tout ce qui empêche l'ONU de fonctionner comme un père juste et aimant tous ses enfants à égalité et capable de les maîtriser chacun. Donc qui laisse pas la prérogative à son fils aîné, les Américains qui en fait sont injustes par nature, puisque ils vont privilégier tel petit frère, comme dans toute fratrie. Si c'est le grand frère qui gère à la place du père, eh ben il peut dire moi je préfère ce frère-là à celui-là, etc. Toi tu peux aller castagner ton frère, je te laisse faire. Voilà, c'est ce qui se passe. Et ça sera dépassé. On peut l'imaginer. À l'époque de Nietzsche, c'était pas possible de l'imaginer. Et donc, pour lui, il a compris que l'homme est à dépasser, donc qu'on ira vers ce surhumain, vers cet extatique, vers cet éveillé. Mais, eh ben, il peut pas entrevoir que c'est le chemin de l'humanité directement. Pas plus que Marx pouvait sûrement dire qu'à un certain, il le disait, qu'à un certain moment il y aura plus l'antagonisme entre le patronat et les prolétaires. La guerre sera achevée, mais c'était pas possible de le concevoir clairement. Aujourd'hui, on pourrait le concevoir. Déjà. Et la mécanique universelle cherche ça. Vis-à-vis de cette violence qu'il décrit, il y a une violence en lui qui n'arrête pas de se manifester. Il rêve, il le dit plusieurs fois, que le surhomme va être à la fois apollinien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais aussi, au fond, une espèce de super dionysiaque, certes contrôlé, certes pour un meilleur monde, etc. Mais il admire le dionysiaque. Alors dionysiaque, c'est très chic pour parler de la musique de Wagner, etc. Bon, on a vu hier quand même très longtemps. Mais je suis pas vraiment d'accord avec... peut-être que il a dû préciser ce qu'il entendait par surhumain après le Zarathustra. Mais dans le Zarathustra, jusqu'à présent, on ne sent pas un surhomme comme il en parle. C'est un surhomme qui est plus proche de l'amour et de l'immédiat, du soleil, de la lumière, de quelque chose qui est beaucoup plus, à mon sens, spirituel au fond, même si c'est pas le terme qu'il emploie. Oui, à quel point il a rompu avec tout ça, quoi. Bien sûr, mais ça, après. Voilà, il a rompu. C'est aussi la donc, plutôt. Il a rompu avec ça. Alors, le dionysiaque et l'apollinien, ces deux forces, c'était avant, sans doute, le Zarathustra. Le Zarathustra, c'est le surhomme est autre chose, peut-être. Mais je sais pas, là, il faudrait que je connaisse correctement toute l'œuvre de Nietzsche. C'est pas le cas. D'un côté et l'apollinien de l'autre, pour moi, est une des lectures de ces allers-retours permanents à travers toute son œuvre. 1872, et c'est vrai que c'est pas tout à fait le même, pas du tout le même Nietzsche qui en 1888 sera beau, très anti-Wagner, très critique du romantisme et du goût pour le dionysiaque, etc. Donc, ben oui. Mais vous avez raison, il y a quand même ce texte des années 70 qui... Il y a des années 70, et puis de toute façon, le dionysiaque, ça sonne très chic
du point de vue du clinicien que je suis et d'un point de vue endocrinien, ça peut aussi s'appeler testostérone. Mais alors écoutez, je vais vous faire écouter. Ce qu'il dira, juste, il dit, Nietzsche contre Wagner, dans cet art, l'esthétique n'est autre chose qu'une physiologie appliquée. Alors, je vais vous faire écouter un extrait. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, parce que, on est allé loin. Mais, ben voilà, si vous avez, si ce travail atypique, cette vision un peu particulière des choses vous intéresse et vous pensez que ça a un peu d'intérêt de le diffuser, ben vous pouvez mettre des pouces, ça égaye un peu la situation. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre propre espace YouTube ou d'autres espaces. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'écris à peu près tout ce que toute cette théorie. Vous pouvez laisser des commentaires sur cet espace, ce qui j'y réponds systématiquement, et vous pouvez éventuellement participer à la diffusion un peu de ce travail si vous avez des compétences dans n'importe quel domaine, ou si vous avez envie d'écrire ou de développer le site ou de travailler à quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message. Voilà, en tout cas, je vous dis merci de votre écoute et à très bientôt.